Ma femme m'a dit, très calmement, qu'elle ne rentrerait pas après le travail et qu'il ne fallait pas l'attendre pendant 2 jours. Elle a appelé ça un déplacement pro. Avec le ton sec qu'on prend quand on commande un détartrage ou une vidange, pas quand on parle à son mari. Sur le moment, je n'ai rien répondu. Mais il y a des silences qui font plus de bruit qu'une dispute. Et celui-là a commencé à fissurer toute ma vie. Je m'appelle Julien. J'ai 38 ans. Je vis à Lyon, dans un appartement correct du côté de mon chat, avec une cuisine trop petite, un syndic inutile et une fille de 6 ans qui croyait encore que les adultes savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ma femme, Claire, travaillait dans la communication. Beaucoup de réunions, beaucoup de dîners, beaucoup de phrases anglaises pour expliquer pourquoi elle n'était jamais là à l'heure du bain. Au début, j'ai mis ça sur le compte de la fatigue, des fins de trimestre, des clients pénibles, de la vie moderne, cette religion absurde où tout le monde est débordé, mais personne ne sait dire par quoi. Puis, il y a eu les détails. Les détails sont toujours plus honnêtes que les gens. Claire a commencé à éteindre son téléphone quand elle prenait sa douche, à sourire devant WhatsApp comme une adolescente de série Netflix, à répondre à nos questions avec une seconde de retard, comme si elle devait d'abord revenir de quelque part où nous n'étions pas invités. Elle a changé de parfum sans rien dire. Un parfum plus sec, plus cher, le genre qui annonce qu'on n'attend plus le bus. On le fait attendre. Elle s'est remise au sport aussi, soi-disant, ce qui aurait été une excellente nouvelle si son abonnement à la salle n'avait pas ressemblé à son enthousiasme pour les légumes vapeur, purement théorique. Elle partait avec un sac de sport beige, élégant. Pas vraiment le genre de sac qu'on pose sur le carrelage d'un vestiaire qui sent la sueur et le gel douche premier prix. Et elle rentrait plus tard. Toujours plus tard. En prétextant une séance de pilates, une réunion improvisée, un verre avec une collègue, un train raté. Bientôt elle aurait pu m'expliquer qu'un hélicoptère l'avait déposée. Place Bellecour. J'aurais presque trouvé ça cohérent. Un mercredi, j'ai su que quelque chose clochait vraiment. Notre fille, Inès, était assise à table avec son chocolat chaud. Elle dessinait une maison avec 3 fenêtres et un soleil énorme. L'optimisme des enfants est presque insolent. Claire est sortie de la chambre, déjà maquillée. Tailleur crème, boucle d'oreille, que je ne lui connaissais pas. Et Inès lui a dit « Maman, tu vas encore dormir chez la dame de l'hôtel. » Claire a figé. 1 seconde, pas plus. Puis elle a répondu trop vite. N'importe quoi. Mon cœur. Finis tes tartines. Moi, j'ai levé les yeux. Elle a évité mon regard. J'ai retenu la phrase. Comme on glisse un couteau dans sa manche. Je n'ai rien dit. Pas devant Inès. Jamais devant Inès. Le soir même, pendant que Claire répondait à un appel sur le balcon avec cette voix douce qu'elle ne me réservait plus, j'ai regardé son fameux sac de sport. Je n'ai pas fouillé comme un jaloux de telenovela. J'ai ouvert comme un homme qui en a assez d'être pris pour un imbécile poli. Dedans, pas de basket, pas de brassière, pas même une serviette. À la place, une robe noire encore sous housse, des escarpins emballés dans du papier de soie, une trousse de maquillage de luxe, un flacon de parfum, une pochette dorée, et des sous-vêtements soigneusement pliés, tellement soigneusement qu'ils semblaient préparés pour une vitrine, pas pour une séance de gainage. Je me souviens m'être assis sur le bord du lit, le sac ouvert devant moi, avec cette sensation étrange de regarder ma vie depuis l'extérieur, comme si j'étais venu faire une visite d'appartement avant achat et qu'on m'avait caché une infiltration derrière un mur blanc. J'aurais pu exploser, l'attendre dans le salon, balancer le sac sur la table basse Ikea et demander le nom du type. Mais la colère, quand elle est bien utilisée, devient une méthode. J'ai refermé le sac exactement comme il était. J'ai remis chaque chose à sa place. Puis, j'ai pris mon téléphone et j'ai noté les dates, les retards, les prétextes, les dépenses approximatives, tout, froidement, proprement, presque administrativement. En France, pour ruiner un mensonge, il faut souvent commencer par faire de la paperasse. Les jours suivants, j'ai observé. Claire jouait son rôle avec une assurance qui m'aurait presque impressionné si elle n'avait pas été aussi insultante. Elle embrassait Inès sur le front, oubliait son goûter,
me demandait si j'avais pensé à appeler la CAF, parlait d'un futur week-end à Annecy, puis repartait le regard déjà ailleurs. J'ai même trouvé dans la boîte à gants de sa voiture un ticket de parking d'un hôtel du centre. Pas daté du bonjour, pas expliqué, juste là, comme une signature laissée par arrogance ou par habitude. Et là, j'ai compris une chose simple. Claire ne faisait pas un écart. Elle organisait une seconde vie, avec méthode, avec budget, avec planning. Et moi, j'étais devenu le collègue logistique qui garde l'enfant, paie les factures et dit bonsoir au bon moment. Cette nuit-là, pendant qu'Inès dormait avec son lapin en peluche contre le nez, j'ai appelé mes parents. Je leur ai demandé s'ils pourraient la prendre un week-end prochain, sans trop poser de questions. Mon père a juste dit « Bien sûr ». Ma mère, elle, a demandé « Julien, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai répondu « Justement, j'aimerais le savoir. » Et pour la première fois depuis des semaines, ma voix ne tremblait plus. Elle coupait, ce qui, chez moi, est toujours mauvais signe. Le lendemain, Claire m'a annoncé qu'elle dormirait chez une amie à Villeurbanne après un dîner tardif. Elle a souri comme on pose un pansement sur une fracture ouverte. J'ai souri aussi, de ce sourire très français, qui veut dire « continue ». Je prends des notes, et à cet instant précis, sans qu'elle le sache encore. Notre mariage venait de sortir du domaine des sentiments pour entrer dans celui des preuves. Et dans ce domaine-là, je suis beaucoup moins aimable. Le vendredi suivant, j'ai déposé Inès chez mes parents à Tassin avec son cartable, son pyjama licorne et son lapin pelucheux qui a survécu à 3 lavages et à une tentative d'adoption par le chien de ma mère. J'ai embrassé ma fille. J'ai souri normalement. Cette compétence mérite une médaille. Quand votre vie conjugale ressemble à un immeuble dont la façade tient encore, mais dont les poutres brûlent déjà. Ma mère m'a regardé avec ses yeux de femme qui a élevé 2 enfants et un mari sans jamais être dupe de rien. Elle n'a pas insisté. Elle a juste dit « Fais ce que tu as à faire. » Proprement. C'était exactement mon intention. Entre-temps, grâce à un ancien camarade d'IUT devenu technicien télécom, un type discret qui considérait la confidentialité comme une religion et les infidèles comme une nuisance publique, j'avais obtenu ce qu'il me fallait. Pas de magie, pas de film d'espionnage, juste un accès ponctuel à la géolocalisation du téléphone de Claire. Légalement gris, moralement lumineux, je n'étais pas fier de devoir en arriver là, mais j'étais encore moins disposé à continuer à jouer le mari naïf, pendant que Madame transformait notre compte commun en sponsor officiel de sa passion tardive. Vers 19h, Claire m'a envoyé un message. « Dîner fille chez Sophie. Je dors là-bas. Ne m'attends pas. » Le mensonge tenait en 3 lignes et une ponctuation appliquée. J'ai regardé le point bleu sur l'écran se déplacer calmement. Il a quitté la Pardieu, contourné le Rhône, puis filé vers Presqu'île. Pas Villeurbanne, pas chez Sophie, dont je connaissais l'adresse, mais vers un hôtel 5 étoiles du centre, celui avec voiturier, verrière, fauteuil, qui coûte le prix d'une petite voiture, et réceptionniste, qui vous regarde, comme si votre simple existence devait être validée par réservation. Je me suis garé un peu plus loin, dans une rue latérale, moteur coupé, main posée sur le volant, avec un calme si net qu'il m'a presque inquiété. Je n'étais plus jaloux. J'étais en train de faire un constat, nuance fondamentale. 10 minutes plus tard, Claire est arrivée, manteau beige, cheveux relevés, le fameux sac de sport à l'épaule. Elle a regardé autour d'elle une seule fois, ce geste très court qui trahit tous les amateurs. Puis un homme l'a rejointe sous l'auvent. Grand, veste marine, barbe trop entretenue. Le genre cadre supérieur qui commande un Saint-Pierre en disant juste, comme d'habitude. Elle a levé la tête vers lui avec ce sourire que je n'avais pas vu depuis des mois. Pas même le jour où j'avais signé pour l'appartement. Et là, curieusement, ce n'est pas la trahison qui m'a le plus frappé. C'est l'énergie qu'elle mettait à redevenir légère pour un autre, comme si notre vie à nous l'écrasait, mais que la sienne, secrète, lui rendait l'oxygène. Ils sont entrés ensemble, sans se toucher franchement, avec l'aisance des gens qui se savent déjà attendus. Donc, ce n'était pas une première fois. Évidemment, les premières fois tremblent.
Celles-là avaient leurs habitudes. J'ai pris quelques photos de loin, de l'entrée, de la voiture de l'homme, de sa plaque, de l'heure. Puis je suis resté un moment immobile, à regarder les clients passer avec leurs valises élégantes et leurs problèmes de riches. J'aurais pu partir, rentrer, casser quelque chose de très cher pour me donner l'illusion d'un geste fort. À la place, j'ai appelé un avocat spécialisé en divorce, dont un collègue m'avait parlé après sa propre guerre conjugale. Maître Lemaire, cabinet rue de la République, voix sèche, agenda plein, cerveau visiblement mieux rangé que ma vie. Il m'a obtenu un rendez-vous dès le lundi matin. Quand j'ai dit « Il y a une enfant », il a répondu « Alors, ne confrontez personne, sans preuve solide. Gardez tout. Photos, relevés, messages, habitudes, dépenses, et surtout, restez irréprochable. En droit de la famille, le plus calme gagne souvent plus que le plus blessé. » J'ai failli rire. La République française résumée en une phrase. Souffrez tant que vous voulez, mais avec un dossier bien classé. Je ne suis pas rentré chez moi. J'ai pris un café infect dans une brasserie encore ouverte près des terreaux. J'ai attendu. Puis un autre. Puis de l'eau. Puis l'aube. La nuit étirait chaque minute avec une cruauté méthodique. Je regardais la porte de l'hôtel, comme on regarde la sortie des urgences, après un accident, avec l'espoir absurde qu'on vous annonce une erreur de nom. Vers 6h40. Enfin, ils sont sortis. Lui d'abord, téléphone à l'oreille, l'air satisfait des hommes qui pensent maîtriser les conséquences, tant qu'elles ne les ont pas encore appelés par leur prénom. Puis Claire, lunettes noires, malgré le matin gris, foulard noué vite, la mine tirée mais pas honteuse. Non, pire, détendue. Ils se sont arrêtés, juste devant les portes tournantes. Il lui a pris la taille. Elle a ri, un petit rire exact, domestique presque, comme si cette scène appartenait à leur routine. J'ai traversé la rue sans me montrer. J'ai cadré, zoomé, pris plusieurs clichés nets. Eux ensemble, leur visage, le contact, l'hôtel derrière, l'heure visible sur la borne de stationnement à côté. Ce genre de détails qui transforme une scène intime en pièce de procédure. Et à ce moment-là, Claire a tourné légèrement la tête. Pas assez pour me voir. Juste assez pour que je retrouve brutalement le visage de la femme que j'avais épousée à la mairie du 3e arrondissement. Robe simple, pluie de mai. Notaire la semaine suivante. Projets idiots sur des étagères à monter ensemble. Tout ça pour finir dans une rue froide. À photographier sa double vie comme un enquêteur sous-payé. Je suis resté là encore quelques secondes pendant qu'ils se séparaient. Lui vers un SUV noir. Elle vers un taxi. Je notais déjà mentalement ce qu'il faudrait vérifier. L'immatriculation, l'identité du type, les réservations de l'hôtel, les dépenses annexes. Le fil ne faisait que commencer, et j'avais enfin le premier nœud entre les doigts. Sur le chemin du retour, j'ai reçu un vocal de Claire, voix pâteuse mais contrôlée. « Salut, nuit tardive. Je reste encore un peu chez Sophie. Ne te fais pas de soucis. Embrasse Inès pour moi. » Cette phrase m'a donné une nausée tellement pure qu'elle en devenait presque clinique. Embrasse Inès pour moi, alors qu'elle venait de sortir d'un palace avec un autre homme, en utilisant probablement notre argent pour payer le champagne. J'ai sauvegardé le vocal, transféré les photos sur un cloud privé, envoyé un premier mail à Maître Lemaire avec objet, éléments initiaux. J'avais basculé entièrement dans la logique des gens qu'on pousse trop loin. Plus de scènes, plus de cris. Juste des faits. Chez moi, l'appartement sentait encore le café du matin et le shampoing d'Inès. J'ai ouvert le tiroir où nous gardions les papiers importants. Contrat, mutuelle, assurance, impôt, livret. Je cherchais nos relevés récents. Et en soulevant une pochette, je suis tombé sur un ticket que Claire avait dû glisser là en vitesse. Une facture d'hôtel au même nom d'établissement. 2 semaines plus tôt, suite junior, dîner room service, et un montant qui aurait financé 3 mois de centre aéré. J'ai regardé la somme, puis le plafond, puis la somme encore. Et j'ai compris que je n'étais pas seulement en train de découvrir une liaison. Je découvrais que pendant que je comparais les prix des fournitures scolaires et que je repoussais un changement de voiture, ma femme jouait les mécènes d'un roman adultère haut de gamme. Ce matin-là, très exactement, quelque chose s'est figé en moi. Pas mon amour,
lui était déjà à l'agonie. Non, c'est ma pitié qui est morte. Et sans pitié, je devenais beaucoup plus dangereux. Surtout pour quelqu'un qui me croyait encore docile. Et je n'étais toujours pas au bout de ce que j'allais trouver. Le lundi, à 8h30, j'étais dans le cabinet de Maître Lemaire, avec une chemise cartonnée, un café trop chaud dans l'estomac et cette fatigue nette qui vous donne l'air calme, alors qu'en réalité, vous avez juste cessé de cligner des yeux. Il a regardé les photos, le vocal, la facture d'hôtel. Puis il m'a demandé si je voulais sauver mon mariage ou protéger ma fille. J'ai répondu que la première option avait visiblement quitté le domicile, sans laisser d'adresse. Alors autant travailler sur la seconde. Il n'a pas souri. Les bons avocats évitent l'humour quand il devient utile. Il m'a conseillé de ne rien annoncer avant d'avoir sécurisé les preuves financières, l'organisation familiale et le logement. En clair, avant de parler, il fallait comprendre combien de dégâts Claire avait fait. Le soir même, elle est rentrée avec un sac de macarons et l'air offensé de quelqu'un qui a dû supporter les autres toute la journée. Elle a embrassé Inès, m'a demandé pourquoi j'avais l'air fermé, puis elle a commencé à raconter un mensonge médiocre sur Sophie, le canapé inconfortable, la soirée trop arrosée, la pauvre chérie exténuée par la vie moderne. Je l'ai laissé finir, puis j'ai posé mon téléphone sur la table. Photo affichée, elle et son amant devant l'hôtel. Son visage a changé d'un coup. Pas de honte, pas de larmes. Juste ce bref vide dans le regard des gens qui comprennent que le décor vient de tomber. Elle a murmuré « Tu me fais suivre maintenant ». J'ai répondu « Non, je te rattrape juste difficilement ». Elle s'est assise, très droite, comme en réunion, et après 10 secondes de silence, elle a lâché cette phrase, presque agacée. Je voulais une vie meilleure. Voilà, pas même une excuse, pas même une tentative de dignité, une formule publicitaire, comme si notre mariage était un abonnement fibre décevant. J'ai demandé « Une vie meilleure ?» Financée comment? Avec quel argent? Elle a croisé les bras, a parlé de fatigue, de frustration, du fait que je n'avais plus d'ambition, ce qui est toujours fascinant venant d'une femme qui paye des nuits d'hôtel avec le compte commun. Je lui ai dit calmement que je déposais une demande de divorce et que je demanderais la résidence principale d'Inès. Là, enfin, elle a perdu sa belle maîtrise. Elle m'a traité de monstre, de manipulateur, a dit qu'aucun juge ne séparerait une mère de sa fille. Phrase prononcée avec la même assurance que ses autres mensonges. Dommage pour elle, j'avais déjà commencé à regarder les comptes. Et les chiffres, eux, n'ont pas besoin de jouer la comédie. Le lendemain, entre 2 rendez-vous, j'ai épluché 6 mois de relevés. Hôtel du centre, restaurant où nous n'allions jamais, boutique de luxe, virements étranges, cadeaux, parfumerie, week-end, soi-disant professionnel. Plus je descendais, plus la note montait. Elle avait vidé des sommes considérables en douce, pendant que moi, je repoussais des travaux dans la salle de bain et que je calculais les vacances au centime près. J'ai même retrouvé un paiement pour une montre homme, très au-dessus de tout ce que je me serais autorisé pour moi-même. J'ai envoyé chaque ligne suspecte à Maître Lemaire. Puis, j'ai voulu comprendre depuis quand cela durait vraiment. C'est là qu'un autre détail m'est tombé dessus. Un remboursement partiel de clinique sur son compte personnel, complété par un virement depuis notre épargne, intitulé volontairement de façon obscure. J'ai creusé, demandé copie d'un document administratif que j'étais censé avoir signé comme conjoint référent. Je ne l'avais jamais vu. Jamais. Quand j'ai compris qu'elle avait subi une intervention médicale sans m'en parler, tout en falsifiant pratiquement le circuit des papiers, quelque chose s'est définitivement cassé. Ce n'était plus seulement l'adultère, ni l'argent, c'était cette capacité glaciale à mener une vie parallèle, jusque dans le corps. Les dates se superposaient d'ailleurs trop bien avec ses faux séminaires et ses absences. Je ne connaîtrai jamais toute la vérité de cette période. Et à ce stade, franchement, je m'en moquais presque. Ce que je voyais suffisait. Elle mentait surtout, à tout le monde. Et Inès vivait au milieu de ce théâtre en croyant habiter une maison. Le jeudi, je suis retourné chez l'avocat avec le dossier complet. Photos, relevés, messages, dépenses, factures d'hôtel, chronologie des absences. J'ai tout posé sur son bureau. Il a tourné quelques pages. Puis il a relevé les yeux vers moi. Cette fois,
Nous avions de quoi demander des mesures provisoires sérieuses. Et pour la première fois depuis des semaines, je n'ai pas ressenti de rage. Juste une clarté presque brutale. Claire croyait encore être dans une histoire d'amour compliquée. Moi, j'étais déjà entré dans une procédure. Et dans une procédure, les sentiments n'ont aucune valeur marchande. Seuls comptent les faits. Et les siens commençaient à coûter très cher. L'ordonnance provisoire est tombée plus vite que Claire ne l'imaginait. Résidence principale d'Inès chez moi. Droit de visite pour sa mère dans un cadre surveillé. En lisant ça, je n'ai ressenti ni triomphe ni soulagement. Juste cette fatigue très particulière des gens qui gagnent quelque chose, qu'ils n'auraient jamais dû avoir à défendre. Claire, elle, a appelé 8 fois en une soirée, puis a laissé des vocaux où elle alternait entre les sanglots, les menaces voilées et l'indignation bourgeoise, comme si la justice française avait eu l'impolitesse de ne pas se laisser séduire par son tailleur beige. Elle répétait que j'étais en train de lui voler sa fille, alors que j'étais surtout en train d'éviter qu'elle serve de décor à ses arrangements. Entre-temps, l'enquête avançait, lentement, méthodiquement, avec cette élégance froide des choses administratives qui détruisent une vie sans jamais hausser le ton. L'homme de l'hôtel s'appelait Romain Delmas, 44 ans, dirigeant commercial, marié, 2 enfants, maison à Saint-Didier au Mont-d'Or, donc le cliché complet, une belle montre, un SUV, une femme persuadée d'avoir épousé un homme sérieux. J'ai presque eu de la peine pour elle. Presque. Puis j'ai appris autre chose. Via une voisine de l'immeuble, une retraitée qui passait ses journées derrière ses rideaux, avec l'efficacité d'un service de renseignement bénévole, Claire avait fait venir Romain à l'appartement, chez nous, plusieurs fois. Pas seulement quand j'étais au bureau, mais un mercredi après-midi, où Inès était là. Ma fille avait même parlé d'un monsieur, qui sentait fort, et qui s'était assis à la place de papa. Cette phrase m'a coupé l'air plus sûrement que les photos d'hôtel. L'adultère, c'était sale. L'argent détourné, c'était grave. Mais faire entrer cet homme dans notre salon, à 2 mètres des dessins d'Inès, c'était un autre niveau de mépris. J'ai transmis l'information à Maître Lemaire. Il a immédiatement demandé attestation écrite, précise, datée. La voisine a signé, puis une autre résidente a confirmé avoir vu Claire, avec le même homme à l'entrée de l'immeuble, à des heures où elle prétendait être seule avec notre fille. Pendant ce temps, la vie ordinaire continuait avec un cynisme admirable. Je préparais des coquillettes. Je faisais réciter les jours de la semaine. Je répondais à des mails professionnels. Et au milieu de ça, je montais un dossier pour démontrer que la mère de mon enfant avait transformé notre foyer en annexe pratique de sa double vie. Un mardi, j'ai été convoqué par le juge pour une audience complémentaire. La partie adverse tentait de me présenter comme un mari jaloux, contrôlant, presque paranoïaque, stratégie classique. Quand les faits sont mauvais, on attaque le ton. Sauf que le ton importe peu quand les relevés bancaires s'alignent, que les photos existent, que les attestations se recoupent, et que l'enfant elle-même commence à dire des choses qu'aucun parent ne veut entendre. Inès n'a pas été interrogée directement, heureusement, mais la psychologue mandatée a noté son anxiété. Ses troubles du sommeil apparus les semaines où Claire disparaissait. Sa confusion quand elle parlait du fameux monsieur. Claire, à l'audience, avait l'air impeccable. Chignon bas, blouse sobre, voix maîtrisée. On aurait dit une brochure sur la responsabilité parentale. Puis l'avocat de Maître Lemaire a sorti les pièces une à une. Hôtel, achat, faux prétexte, témoignage, présence de l'amant au domicile. Et j'ai vu son visage se raidir de cette manière très nette qu'ont les gens habitués à manipuler les perceptions, quand, soudain, la réalité refuse de coopérer. Le plus ironique, c'est que le scandale a fini par déborder ailleurs. La femme de Romain a découvert tout le reste presque en même temps. Quelqu'un, et ce n'était pas moi, lui a transmis suffisamment d'éléments pour qu'elle remonte le fil. Dans les jours qui ont suivi, Romain a quitté précipitamment son entreprise. Son couple a explosé. Et Claire, qui croyait sans doute avoir misé sur un homme puissant, s'est retrouvée avec un amant en ruine. Ce détail ne me réjouissait pas, mais il avait une saveur de justice artisanale. Un peu irrégulière, certes, mais satisfaisante. Quand je suis sorti du tribunal ce jour-là, il pleuvait sur Lyon, une pluie fine, mesquine, parfaitement locale.
J'ai remonté le col de mon manteau et regardé le ciel gris au-dessus des quais. Le jugement final n'était pas encore rendu. Mais je savais déjà que Claire venait de perdre plus que son confort. Elle avait perdu la version d'elle-même qu'elle essayait encore de vendre. Et à l'audience suivante, ce serait terminé. Définitivement. Restait seulement à voir jusqu'où le tribunal accepterait de nommer les dégâts qu'elle avait laissés derrière elle. L'audience finale a eu lieu un jeudi matin, dans une salle trop claire, trop chauffée, avec ce mobilier administratif qui donne à chaque drame un air de dossier bien perforé. Claire est arrivée en avance, tailleur sombre, visage fermé, accompagnée de son avocate. Elle avait encore cette manière de se tenir, comme si la simple élégance pouvait effacer les relevés bancaires, les photos, les attestations, les rapports. Malheureusement pour elle, un juge aux affaires familiales regarde les pièces, pas la mise en scène. Maître Lemaire a repris calmement tout le fil. L'infidélité n'était pas le cœur du problème. Il l'a rappelé. Le vrai sujet, c'était l'impact concret sur l'enfant, les absences répétées, les mensonges, l'utilisation de l'argent familial, l'instabilité créée au domicile, la présence de l'amant dans l'appartement alors qu'Inès était là. Les témoins ont confirmé. La voisine, une autre résidente, puis la psychologue. Sans théâtre, sans grands effets. Juste des faits qui s'emboîtaient avec une précision presque insultante. Claire a tenté de parler d'erreur, de confusion, de périodes difficiles. Elle a même prononcé cette phrase absurde. J'avais droit à ma part de bonheur. Comme si la maternité, le mariage et la loyauté étaient devenus des options qu'on décoche entre deux soins du visage. Quand la décision a été rendue, je n'ai pas bougé. Résidence principale, maintenue chez moi. Droit de visite de la mère strictement encadré et progressivement réévaluable, seulement si elle respectait un suivi sérieux. Le jugement retenait clairement que ses choix et ses dissimulations avaient nui à l'équilibre de l'enfant. En sortant, Claire m'a regardé comme si j'étais devenu un étranger. Je lui ai simplement dit « Non, tu me vois juste enfin, sans ton mensonge devant. » Les mois suivants ont été étrangement calmes. J'ai gardé l'appartement. J'ai refait la chambre d'Inès. Pas en grand style. Juste proprement. Une étagère neuve. Un bureau blanc. Des rideaux jaunes qu'elle a choisis elle-même, après un débat d'une gravité nationale chez Ikea. Je me suis remis au travail. Vraiment. J'ai cessé de survivre en pilotage automatique. J'ai recommencé à cuisiner, à rire parfois, à dormir surtout. Inès aussi allait mieux. Plus de réveils en pleurs, plus de questions étranges au petit déjeuner. Juste une enfant qui retrouvait le droit d'être une enfant. De Claire, il restait les démarches, quelques échanges secs par avocat, et cette impression persistante qu'elle avait tout cassé pour courir vers une vie meilleure qui n'existait même pas. Quant à Romain, il avait disparu du paysage avec la discrétion des hommes qui se croyaient solides jusqu'au premier vrai courant d'air. Moi, je n'ai pas gagné une guerre. J'ai récupéré la paix. Et franchement, à mon âge, avec une fille à élever, un crédit à finir et assez de lucidité pour savoir le prix du calme, c'était largement plus précieux qu'une vengeance. Le plus étrange, c'est qu'au fond, tout a commencé le soir où ma femme m'a dit de ne pas l'attendre pendant 2 jours. Aujourd'hui, je ne l'attends plus du tout. Et c'est probablement la première décision saine que cette histoire m'a offerte. Sorry. He's jacked in it. Wait, he doesn't look that good there. He's like dirty and jacked. Oh my god, that's scary. He's bold at the moment. In all the press, get in my pants. Yeah. That's my cousin. Is he actually your cousin? Can you give him my number? He looks like a hairless ape. That's just my type, Frodo. That's the issue. I like an ape. I like an ape-like man. And I like him hairless. Sorry. That's A, not true, and B, inappropriate. Ape, ape, ape. I just like to get your hopes. That's mean. I'm vulnerable. Oh my god. Yeah, Soraya. Because you just want to be the person who's flirting with him. Can I please confirm that I don't like an ape-like man? Can I just...
Good. Does everyone feel sufficiently hyped up for the evening? Okay. Well, now we don't believe you. I really, you know what? I was talking about this week. I really don't know what my type is anymore. Because I really had this like specific idea of like the kind of person that I'm most attracted to. But then actually a lot of the people that I've been on dates with don't look anything like that. But I'm like, is that just because I'm accepting less than I want because I just want to go on a date? Dirty ape-like Australian men. Exactly. My type always lets me down. I think that might be it, Cactus Wag. My typical type, if anyone's interested, if any of you are out there, is a tall man with a rugby build, hairy mustache, into music. Preferably with an accent. Oh my god, I agree, Sol. A man with a long hair or curly hair gets me every time. But that really isn't the type that I've been dating of late. Holly, please, I'm taken. Like, I want a man with, like, tree trunk thighs is my type, I fear. But that is not what I've been dating. We should listen to the Goodies' Funky Gibbon. I found that seems just shorter, guys. Really, Soraya? See, I definitely have those. All right. Funky Gibbon. Why? My dad likes this song, right? Do I really want to listen to this song, Soul? Is this a Soul suggestion? Okay, we have a bunch of options that we can do this evening, guys. And I'm going to put the poll up and then I'm going to ping the Discord. So we need to decide. So we have... Oh, my neighbours are going past. I hate when my neighbours are taking their laundry out. Everyone just be quiet for a second. Sorry, everyone. Just... Hi, Miriam. Hi, love. I've suggested 0 songs. Okay. Bold, tattooed, and entirely chunky. I mean... Why am I being attacked? You're not being attacked. Wait, was it not you who was requesting those? Didn't you request the unicorn song the other week? Yeah, my fucking neighbours are right there. Author songs into a playlist. Okay. Yes, that's actually what I should do, Nali. Yes, but we're just gonna. I don't want to ping everyone and then the poll not be ready yet. But hi Miriam, how are you? Okay. I'm just gonna do an at everyone. Fuck it. At everyone. Co-working is all done. Come vote in poll of what I should do tonight. Okay. We have My Little Pony hype song. Yeah, so is it in the genre of My Little Pony hype song? This is what I'm reiterating here. Anyway, it's fine. I enjoy it. Good job, team. Okay. First things first. We have Fortnite is an option. If you have suggestions of games that you would like me to play that I haven't played for a while, let me know. Hi, Kelky. May I query